Donc, bienvenue dans cette bouffe front qui consiste tout simplement à vous présenter une librairie. Donc, c'est un seul code pour les gouverner tous. Et donc, on va voir ça tout au long de ce petit talk. Alors déjà, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas Frisara. Je suis développeur full stack JS et TypeScript. Et moi, mon domaine, c'est plutôt les technologies du web. Je suis un peu un passionné. Tout ce qui sort, j'aime bien l'expérimenter. Donc, ça tombe bien. Capacitor, c'est pas une librairie qui existe depuis très longtemps. Elle date de 1 an, même pas. Et donc, elle est utilisée principalement par Ionic et on verra pourquoi. Alors, ce talk, ça va être un voyage à travers divers royaumes. Donc, j'ai essayé de les recentrer un peu tous. Donc, il y a le royaume des applications mobiles natives. On fera une petite excursion aussi dans le royaume des applications mobiles hybrides, principalement celle d'Ionic. Le royaume des progressive web apps, je sais qu'il y a des petits fans inconditionnés. On fera aussi un détour dans les applications desktop et enfin dans le magique royaume des applications web qui est toujours en construction et qui ne se finit jamais. Alors le natif, il faut le savoir, c'est quelque chose qui est un indémodable. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un indémodable? Tout simplement parce qu'il y a d'un côté, on a Apple, de l'autre côté, on a Android, et des deux côtés, en fait, il y en a Android, ça nous vient de Google, qui est écrit principalement en Java Kotlin maintenant, et iOS qui nous provient d'Apple et qui est écrit principalement en Swift. Alors, le natif, ça a quand même de beaux avantages, il faut le savoir. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est rapide, fiable, ça s'intègre parfaitement à l'OS, et on a un vrai look natif. Alors, on va détailler un peu chaque point. Rapide, parce que le fait qu'elle soit dans le langage propre à l'OS, du coup, c'est rapide. Ça ne change pas. Fiable, parce qu'en fait, elles sont dites anticipatrices de tests de qualité. Alors, en effet, normalement, chaque éditeur, il doit mettre en place un émulateur de test permettant de simuler les tests avant même l'installation sur le support. Alors, il y en a, ils le font, il y en a, ils ne le font pas. Ça dépend principalement des éditeurs, mais normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Et après, on a une expérience utilisateur qui est parfaite puisque tous les composants qu'on va utiliser, donc quand on parle de composants, on va parler du bouton, du switch button, des animations du menu. Et tout ça, c'est des composants UX qui sont les composants UX natifs. Donc, on reste quand même sur de beaux avantages. Mais si on veut atteindre les deux plateformes, ça va nécessiter deux applications. Eh ben oui, ça c'est sûr, ça nécessitera deux applications. Et donc, mais deux applications, ça a de beaux inconvénients. Pourquoi? Parce que ça, c'est deux technologies. C'est-à-dire que Android Kotlin pour Android et Swift pour iOS, ça va demander 2 fois des skillsets. Donc pourquoi? Tout simplement, les personnes qui font de l'iOS ne sont pas autant expertes en iOS qu'en Android et vice-versa. Ça va engendrer donc 2 fois plus de bugs et donc 2 fois plus de budget. Alors, on pourrait en mettre aussi 2 fois plus de temps, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ça dépend si vous paralysez les développements. C'est-à-dire que si vous avez une équipe qui fait de l'iOS et une équipe qui fait de l'Android et que vous progressez en même temps, à la fin, vous avez le même temps, mais bon, dans tous les cas, ça va demander quand même 2 fois plus de personnes. Donc, les 2 fois skill de 7 sont encore de mise et ça demande quand même 2 fois plus de budget dans tous les cas. Ok, donc c'est super, c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour partir d'un unique code base? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait se dire, on fait une application mobile, mais avec un seul dev? C'est là qu'on rentre en jeu JavaScript. Donc JavaScript, c'est un langage de doute beauté, on ne le dit pas assez, mais il faut quand même le dire, c'est un langage sur lequel il faut miser. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce langage-là qu'on a inventé l'hybride. Donc l'hybride, il faut quand même le dire, dans ce qui est mobile, ça a été une évolution assez majeure. Donc, il existe plusieurs plateformes, plusieurs frameworks qui permettent de réaliser de l'hybride assez simplement. Donc là, j'en ai listé quelques-uns. Donc, Ionic, React Native, NativeScript, Flutter. Donc, Ionic, on commence vraiment à rentrer tout doucement dans ce qu'on appelle vraiment le multiplateforme, parce qu'avec Ionic, on va pouvoir faire des progressives web apps aussi maintenant, de l'application Electron, de l'application desktop. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez costaud derrière. Ionic a aussi introduit, au début, c'était que de l'Angular. Maintenant, il faut quand même le savoir, c'est du Vue. On peut mettre aussi du React. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu le talk lundi
sur les Web Components. Donc, Ionic s'appuie fortement sur les Web Components, notamment avec le framework Stencil.js. Donc, c'est eux les créateurs de ça. NativeScript, il vient avec Vue et Angular. Et React Native, ça, c'est pour React Native, c'est pour React. Et d'un autre côté, on a Flutter, donc Flutter qui est une solution de chez Google, qui nous permet également aussi de faire de l'hybride natif. On a aussi un channel qui est en développement actuel qui permet de faire du web, donc qui va vous permettre de faire de l'électron en quelque sorte, mais c'est encore en bêta. Donc, comment ça fonctionne l'hybride? Donc, principalement, ce que je vais t'aider, c'est sur Ionic, parce que c'est vraiment ce qui nous concerne. Après, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que toutes les applications, enfin, tous les frameworks que je vous ai présentés fonctionnent de la même façon. Il n'y en a pas un qui s'appuie sur une technologie différente. Donc, comment que ça se passe? Bah, tout simplement, l'application qui va être fait en web technologie, elle va être mise dans ce qu'on appelle une web view. Donc, une application Ionic, en quelque sorte, imaginez, c'est le framework Ionic. Ça va utiliser Angular, Vue ou React. Ces trois technologies-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font de l'HTML, du CSS et du JavaScript. Alors, avant qu'on me pose la question, je sais bien, en Angular, c'est du TypeScript, mais à la fin, quand c'est compilé, ça sera du JavaScript. Ensuite, comment est-ce qu'on fait tout ça comment est-ce qu'on fait communiquer cette application avec les API natives du téléphone? Donc ça, c'est assez important parce que tout ce qui est géolocalisation, caméra, contact, message, toutes ces petites choses-là, en fait, bah, le web, il n'y a pas forcément accès dans une application hybride. Donc, qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé un bridge qui va faire la liaison entre guillemets, entre le JavaScript et vos applications et les API qui sont natives. Voilà. Une fois que tout ça est buildé, ils en font une black box, en tout cas avec Cordova, ça part sur votre mobile et vous avez une belle application hybride. Donc, vous avez fait un seul dev qui va autant sur Android que sur iOS. Voilà comment fonctionne en quelque sorte le natif, l'hybride. Donc, le grid, en fait, si on peut résumer ça, c'est quoi? C'est tout simplement une app qui est cross-platform, donc il y a un seul code base. Ça utilise les web technologies, donc tout ce qui est JavaScript, HTML, CSS, donc même le SAS. Tout ça, c'est wrappé dans ce qu'on appelle une web view et on va communiquer avec les API natives grâce à des plugins. Ces plugins-là, si on revient un tout petit peu en arrière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Cordova qui va nous fournir ces plugins. Donc, c'est lui qui va faire ce bridge. Voilà. Mais on pourrait se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un code pour le web et le mobile? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas faire une application web et à la fin, je l'installe sur mobile et c'est fini? Parce que là, si on regarde, il faut quand même builder l'application. C'est-à-dire qu'on va avoir un build côté iOS, un build côté Android. Et il faut le savoir, au début, Ionic, NativeScript React Native et donc Flutter, pour le moment, ça ne va pas sur le web. Vous allez pouvoir développer votre application en faisant des tests sur le web, mais à la fin, ce n'est pas du tout fait pour ça, quoi. À la fin, le but, c'est de ne pas faire une application web. Donc l'idée maintenant, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire un code web qui va sur mobile? Puisque dans tous les cas, on l'a vu, on utilise des web technologies. Alors oui, ça existe. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement les Progressive Web Apps. Donc ça, les Progressive Web Apps, pour l'instant, c'est l'expérience web la plus agréable, je dirais. Enfin, en tout cas, pour moi. Une Progressive Web App, c'est quoi? C'est simplement c'est une application web qui est responsive, qui peut être installée sur mobile et fonctionnant hors ligne. Alors, bien évidemment, cette définition, c'est une définition rapide de tout ce que peut faire une PWA. Elle peut faire beaucoup plus de choses. Je vous invite à aller voir le talk lundi prochain, qui vous expliquera comment, par exemple, simplement faire communiquer du synchrone, enfin, de réaliser des process 5 avec la PWA. Donc, si on donne 3 objectifs caractérisant une PWA, je dirais que c'est rapide, c'est fiable et c'est assez séduisant. D'accord? Pourquoi c'est rapide? Tout simplement parce que c'est une application web classique. C'est fiable, tout simplement, si vous la sécurisez, votre application web, elle sera fiable et séduisante parce que voilà, vous avez la main sur entièrement le design. C'est-à-dire que vous allez faire plus ou moins, vous pouvez faire plus ou moins les composants UX natifs du téléphone, plus ou moins. Pareil pour l'hybride, ça sera plus ou moins ça. On ne peut pas vraiment dire que ça sera le natif pur et dur.
Alors, c'est magique. Waouh, ouais, comment est-ce qu'on fait pour rendre mon app PWA? Parce que, comme je le dis, c'est une application web, donc il ne faut pas grand-chose, je vous rassure. Tout simplement, il faut faire un manifeste, d'accord, qui va être le descriptif en quelque sorte le descriptif d'installation de votre application sur le téléphone ou sur votre ordinateur, hein, parce que maintenant c'est desktop aussi. Il vous faut un service worker et il faut que votre site soit en HTTPS. Si ces trois critères-là ne sont pas réunis, votre PWA, vous pouvez l'oublier, ça ne marchera pas. D'accord? Donc ça, c'est très important, c'est les trois prérequis. Mais là, on peut quand même se poser, il y a quand même quelque chose que je viens de dire qui peut quand même interpeller tout le monde, c'est que l'hybride, c'est quoi? C'est tout simplement du natif et du web. Et la PWA, c'est quoi? C'est de la natif et du web. Alors, c'est quoi? Où se joue la différence? Bah, la différence, elle est assez simple, quoi. C'est que la PWA, c'est sur un remote server ou le Play Store. C'est-à-dire qu'actuellement, iOS va seulement le prendre en compte maintenant, mais sachez que en attendant, pour ceux qui ont un téléphone sous Android, vous pouvez très bien télécharger l'application PWA sur le Play Store. La PWA, c'est un seul build. Ça fait un build pour toutes les plateformes. En effet, vous buildez votre application web. Comme je vous le dis, elle est installable sur le mobile. Alors, quand on parle d'installation sur le mobile, il faut faire attention. Je ne vous parle pas d'une vraie app sur le mobile. Moi, je vous parle juste, dans quelque sorte, en fait, une PWA, il faut imaginer ça, c'est un shortcut vers le site. D'accord? Vous voyez ça comme ça. En gros, c'est simple. Si vous supprimez toutes vos apps, enfin, imaginez, vous avez Chrome, vous supprimez toute votre cache de Chrome, votre PWA, ben, elle n'est pas supprimée. Mais si vous aviez une authentification sur votre PWA, ben, il faudra revenir, elle reviendra à l'authentification. Voilà. Parce que ça marche. Le cache, c'est Internet, quoi. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, vous n'installez pas vraiment une application vraiment mobile. Il faut vraiment comprendre que c'est une sorte de shortcut. Ensuite, comment ça communique avec la Web API? Bah maintenant, vous le savez, je pense. Côté web, il commence à y avoir de plus en plus d'API et de plus en plus d'API qui vont communiquer avec le native. Bah, typiquement, par exemple, avec le web, maintenant, vous pouvez très bien faire une application de type Snapchat. Voilà. La Web API va vous permettre d'accéder à la caméra de votre téléphone. Alors, l'hybride, qu'est-ce que c'est? Donc, contrairement à la PWA, c'est vraiment installé sur le device. Il y a un build par plateforme. Donc, ça aussi, c'est un peu coûteux quand même. Tout dépend de comment vous faites votre build. Mais il faut imaginer qu'on peut avoir deux agents de build, donc du coup, ben, pour iOS et pour Android. Donc, c'est un peu plus coûteux. Et la native, c'est le native plugins. C'est-à-dire, là, ça va être Cordova. Enfin, maintenant, Capacitor, on le verra par la suite. Donc, Cordova qui va faire le link entre le JS et l'API native. Et pour faire ça, tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont créé? On a créé des plugins JavaScript. Voilà. Alors, si on compare déjà ces trois petits royaumes assez fabuleux, du point de vue des développeurs, au niveau du natif, le temps de dev, c'est pas génial. Les coûts de dev, c'est pas non plus top. Le cross-platform, on oublie. Et le build, bon, ben voilà, quoi, ça nécessite de build. Ça, on l'a vu. Alors, au niveau de l'hybride, temps de dev, super. On est bon. En plus, voilà, les personnes qui savent faire un peu du Vue, de l'Angular ou du React en peu de temps, ils font de bonnes applications parce que toutes les connaissances que vous avez cumulées sur la partie Angular ou React ou Vue, vous allez pouvoir la réutiliser tranquille. Donc, le coût de dev, ben, c'est peu de temps parce qu'au final, vous faites un dev qui va se mettre sur les deux plateformes. Le cross-platform, ben, on l'a dit, c'est OK. Et le build, par contre, ça fera deux builds. Malheureusement, ça fera deux builds. Au niveau du temps de dev, si on prend une progressive web app, ben, c'est rapide. Le coût de dev, pareil, on a fait tout simplement une application web. Et au final, on peut faire un shortcut sur le mobile. Au niveau du cross-platform, bah pareil, hein, c'est Android, iOS, tout ce que vous voulez, puisque dans tous les cas, ça va sur le web, il faut un navigateur. Et au niveau du build, bah, c'est un seul build. Donc, on est plutôt bon. Ça, c'est assez cool. D'un point de vue utilisateur, le natif et l'hybride, en termes de SEO, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y en a pas. Au niveau de la PWA, ça, il y en aura forcément, c'est OK, le SEO, hein, parce que tout dépend de ce que vous voulez. Si par exemple, on est maintenant dans de la Jamstack, comme on le dit, donc si par exemple, vous faites des applications Nuxt.js, votre SEO, il est carrément garanti à 100%. Donc, bon,
c'est un bon point. Il n'y a pas d'installation. Donc, en tout cas, sur la PWA, il n'y en a pas. Mais au niveau de la NIF et de l'hybride, bah, il y en a une. Donc, il va falloir se connecter à l'Android Store, enfin, le Google Play Store ou l'App Store pour avoir l'application. Là où ça va commencer un peu à coincer, je dirais plutôt, c'est au niveau du look and feel natif et des performances. Donc, le look and feel natif, bah, il sera toujours au top sur le natif. Sur l'hybride et PWA, faut faire quand même un petit peu attention. C'est-à-dire qu'il va falloir penser à reprendre le look and feel natif, c'est-à-dire reprendre le bouton du switch, par exemple pour iOS et Android, ce n'est pas le même. Donc là, ça complique un tout petit peu le code. Et au niveau des performances, on restera toujours plus performant sur le natif, même si l'hybride commence tout doucement vraiment à avoir de bonnes performances, il faut quand même le dire. Mais pour l'instant, ça n'équivaut pas tout à fait le natif. Alors, du point de vue des composants natifs, bah, le gros gagnant, ça reste encore le natif. Pourquoi? Bah, parce qu'on a accès à toutes les API. Voilà, tout simplement. C'est assez facile à mettre en place. Et maintenant, les IDE sont tellement performants qu'on n'a plus grand-chose à taper. C'est tout lui qui est autocomplète, donc on est plutôt pas mal. Alors, les applications desktop, je ne vais pas refaire exactement toute la même démarche. Tout simplement, je vais quand même vous dire qu'il faut quand même le savoir. Ancrer, ça devient de plus en plus facile. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement, il faut se dire que ce royaume-là, il est encore divisé en deux parties. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie, moi j'appelle native, c'est-à-dire que les applications desktop et les applications desktop Windows, les applications desktop Mac ne sont pas codées de la même façon. C'est-à-dire que ce n'est pas le même langage. Donc maintenant, on ne va pas tout détailler. Ce n'est pas vraiment le but de ce talk-là. Mais sachez qu'en tout cas, voilà, ce n'est pas du tout le même langage. Mais par contre, il y a une fois de plus quelque chose qui fait qu'on peut aller plus rapidement. Donc là, je vous ai donné des applications qui sont assez connues. Donc Slack, Discord, MongoDB Compass, donc c'est le client guide de MongoDB officiel, Visual Studio Code pour ceux qui l'utilisent. Celles-là, elles ont une technologie en commune qui est assez surprenante. C'est du JavaScript aussi, et particulièrement, on appelle ça de l'électron. Donc, qu'est-ce que l'électron? Donc, le grand vainqueur, on l'a dit, c'est Electron. Qu'est-ce que Electron? Electron, c'est un framework encore qui permet de développer des applications multiplateformes de bureau en utilisant les technologies du web. Donc là, on est bon. On utilise encore ce qu'on sait faire en web pour commencer à créer des applications desktop. Donc ça, c'est assez cool. On peut quand même dire que c'est quelque chose qui est assez performant. Déjà de 1, parce que bon, Microsoft l'utilise. Pour Visual Studio Code, c'est quelque chose qui marche très bien. Slack, ça marche très bien. Et Discord, je ne sais pas si des gens l'utilisent, mais je ne pense pas que vous ayez beaucoup de bugs, entre guillemets. Donc, comment ça marche, Electron? En fait, c'est simple. Déjà, c'est sur base de Chromium. Très bien. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Chromium, ça va vous permettre de pouvoir… c'est lui qui va lancer en fait tout le JS, si vous voulez, pour avoir l'application. Ça va être cumulé à Node.js, forcément. Alors, pourquoi est-ce qu'on cumule à Node.js? Tout simplement, c'est pour le système de files et le réseau. Donc, ça, on a vraiment utilisé. En effet, on peut avoir des applications desktop qui sauvegardent des fichiers dans les dossiers. Donc, ça, on a besoin du file system. Donc, c'est Node.js qui va nous le donner. Et ensuite, le framework va nous fournir des API natives pour les trois systèmes. Donc, quand on parle de trois systèmes, ici, on parle principalement de Mac, on parle de Linux et on parle de Windows. D'accord? Et tout ça, l'ensemble forme Electron. C'est magnifique. Alors, si on regarde un peu plus en détail, puisque moi j'aime bien le détail, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on va lancer votre application, il va y avoir toujours un fichier main.js, donc c'est le fichier qui est par défaut dans votre application Electron. D'accord? Cette application va lancer l'index HTML. Et donc, ces deux étapes sont assez importantes. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces deux étapes-là que tout le reste va se jouer. C'est-à-dire l'index HTML directement va charger les assets donc, qui étaient mis dans son fichier, donc il va les charger. Et il va aussi charger tous les fichiers HTML, d'accord, pour les importer. Si les fichiers HTML sont liés à des fichiers JS, à ce moment-là, il va les associer. Et donc, comme vous vous en doutez, en fait, chaque fois après ça, au niveau du renderer process, d'accord, qu'est-ce qu'il va? Il va associer le JS à la vue. Alors, cette partie renderer process, c'est un terme qui est repris du navigateur. Donc, le navigateur, vous le savez,
Genre, il est composé de plusieurs process. Donc, en fait, dites-vous que les navigateurs, c'est les applications les plus compliquées qui existent. Euh, Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous tapez une adresse, bah ça, c'est ce qu'on appelle le navigation process. Le navigation process va appeler votre network process et c'est le network process et le network process va savoir quel renderer process utiliser. Voilà, c'est pour ça que ici, on utilise le render process parce que lui saura qu'est-ce qu'il va devoir faire, donc quel fichier JS va être associé à quelle vue. Voilà pourquoi ici, on utilise le renderer process. Et tout ça, il faut vous le dire que c'est wrappé une fois de plus dans une sorte de fenêtre d'un navigateur, dans un onglet, il faut imaginer comme ça, qui est, en fait, c'est wrappé dans Chromium. Voilà. Ok, donc si on résume tout ça, on peut quand même se dire qu'à la fin, il est possible, à partir du web, d'atteindre les 4 plateformes. Et c'est vrai. Pourquoi? Eh ben parce on sort donc du coup Capacitor, l'anneau unique pour les gouverner toutes. Donc ça c'est magique. Du coup, ça va vous permettre de faire une seule application, Angular, Vue, React, jQuery si vous le voulez, peu importe l'app. À la fin, Capacitor vous donne la possibilité de mettre votre application sur mobile, ça peut être une PWA, donc on peut aussi la faire PWA, donc sur desktop, et aussi desktop purement Electron et le web. Donc ça, c'est assez ouf, ça, voilà, ça couvre les 4 plateformes. Alors, jusque maintenant, il n'existe pas vraiment de concurrent à cette librairie, elle est assez récente, donc j'ai dit, le seul concurrent vraiment qui s'y approche, c'est un concurrent qui est quand même payant, il faut le savoir, et moi, je travaille avec depuis presque 2 ans, ça s'appelle Backbase, c'est payant, et ça s'approche de Capacitor, mais c'est pas dans le même état d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui ont été réécrites parce que c'est un vrai merdier. Donc, vaut mieux partir sur Capacitor quand même puisque c'est gratuit. Alors, c'est quoi Capacitor? Bah, tout simplement, Capacitor, ça a été créé par la team Ionic il y a 1 an. Donc, c'est assez récent. Quand vous regardez, Ionic a intégré Capacitor actuellement en version 4, fin de version 4. Actuellement, Ionic est en version 5. Mais ces capaciteurs n'est toujours pas quand même le bridge par défaut. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est encore récent. Il n'y a pas tout qui a été transféré encore de Cordova à Capacitor. Donc pour le moment, ça reste quand même encore Cordova qui est le bridge par défaut. Mais sachez que Capacitor, actuellement, l'équipe Ionic a travaillé sur une solution qui permettait dans Capacitor de pouvoir prendre les plugins Cordova. Voilà. Quand je l'ai testé, ça marche plutôt bien. Après, c'est sûr que ça peut être parfois, quand il y a des erreurs, ça peut parfois être compliqué à débugger. Voilà, donc ça reste un bridge. Qu'est-ce que c'est encore? Bah, ça target les différentes plateformes natives. Et en fait, Capacitor, la grande différence par Cordova, ça a été designé First Class PWA et Native Support. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Capacitor, c'est tout simplement une lib JavaScript qui est vraiment orientée pour faire du web, particulièrement pour faire des PWA, d'accord, et qui va vraiment s'appuyer sur les API natives. Donc, le mapping est vraiment beaucoup plus fin, d'accord, que Cordova. Donc, c'est-à-dire que Cordova, il va falloir utiliser des plugins avec Capacitor aussi, mais c'est designé autrement. On le verra plus dans les détails juste après. Alors, c'est quoi la diff avec Cordova? Comme j'ai dit, c'est tout simplement le management de projet et le management du CLI et plugin. Alors, on va rentrer un petit peu. Ça, c'est la différence high level. Maintenant, je vais rentrer dans la différence vraiment bas niveau avec le management du projet et le management du CLI. C'est assez important. Donc, au niveau de la maintenance du projet, le code, il est archivé. La maintenabilité, elle est accrue et on travaille end-to-end avec les équipes mobiles. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les personnes qui ont travaillé avec Ionic avant, des fois, on avait quand même la possibilité de bidouiller, entre guillemets, quelques petites lignes natives Swift ou Kotlin, sauf qu'à chaque fois que vous faisiez un build, elle était partie, cette modif. Donc, à chaque fois, on se la retapait ou à la fin, on se faisait des petits scripts qui remettaient dans le bon fichier, mais bon, c'était un peu bancal. Là, non.
C'est-à-dire qu'à chaque build, Capacitor est en mesure de dire « Ah oui, ça, il l'a rajouté. Ok, je ne touche pas à ce fichier-là. » Voilà. Donc ça, c'est assez cool. Donc, on a une maintenabilité qui est accrue. Pourquoi? Parce que par rapport complètement à Cordova, ce qui en sort, c'est vraiment un projet iOS ou un projet Android. Donc, c'est facile. Et qui dit vraiment un projet iOS et vraiment un projet Android, ça veut dire qu'on peut aller voir l'équipe mobile qui est censée être plus spécialiste que nous, entre guillemets, et qui, lui, va pouvoir faire des petites choses un peu plus tricky. Donc, ça, c'est assez sympa. Quand on parle de zéro configuration de projet, ça m'a fait un grand… Ça, c'est énorme. Il n'y a plus de fichiers de config XML. Avec Ionic avant, surtout avec Cordova, on se tapait un fichier de config XML pour remettre le project ID, pour dire quel plugin on utilisait. Bon, on s'en sortait plus. Quand il y avait un problème, on ne comprenait pas ce qui se passait. Voilà, donc du coup, les dépendances Navin plugin, elles sont beaucoup mieux gérées. On verra comment est-ce qu'on fait pour les importer, c'est assez easy. Et ça fait plaisir. Au lieu d'avoir une erreur qui est incompréhensible, on a à la fin une erreur native. Donc, ça permet de débugger beaucoup plus facilement son application. Donc, au niveau du management plugin, toujours du CLI, l'utilisation des frameworks est native. On a des plugins sur Runtime et l'installation du CLI uniquement en local. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, l'utilisation des frameworks natives, ça veut dire qu'on arrête de copier les libs dans nos projets. Donc, ça, c'est un gros point, c'est cool. Parce qu'avec Ionic, enfin, toujours avec Capacitor, je vais dire, avec Cordova, pardon, on se tapait toutes les libs à la mano. Et donc, à la fin, le projet, il pesait lourd. L'interfacement direct avec les API natifs, donc c'est-à-dire qu'avant, qu'est-ce que faisait Capacitor? Il nous sortait des Cordova, il nous sortait des plugins. Ces plugins-là étaient compilés en natif. Là, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'on a une interface directe, one-to-one avec les API natifs. Et donc, on débug plus facilement les erreurs, comme je dis. Pourquoi? Parce qu'en général, les projets, voilà, il va s'ouvrir avec Xcode, il va s'ouvrir avec Android, enfin, donc du coup, avec Android Studio. Et donc, c'est cool. Les plugins au runtime, donc, c'est-à-dire que les plugins, ils sont importés seulement quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'on ne les importe pas au début du projet. Tant qu'on ne passe pas dans le morceau de code qui permettait d'importer ce plugin, alors à ce moment-là, bah, on ne l'utilise pas, quoi. Il n'est pas importé. Et enfin, ce que j'apprécie vraiment, c'est l'installation du CLI uniquement en local. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que le CLI de Capacitor, il ne s'installe pas en global, il s'installe que dans le projet. C'est-à-dire que ça permet de manager plus facilement ces différents projets s'ils sont sur différentes, entre guillemets, sur différentes versions. Donc, ça, c'est sympa. Et ça permet d'éviter des erreurs, d'entendre toutes les personnes « Ah, chez moi, ça ne marche pas hein, parce qu'en gros, il n'a pas la même version. » Et puis, on s'en sortait plus. Du coup, on a inventé le package log.json qui n'aide en soi pas trop si la personne a une version de Node complètement différente. Voilà. Là, pour le coup, on n'a pas de problème. Alors, mais comment ça se passe? Du coup, le flux de développement, on peut quand même se poser la question qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment ça marche? C'est assez simple. Ça se résume en 3 étapes. Déjà, on fait une application, de préférence en Angular. On peut la faire en Vue, en React, ça c'est parce que je kiffe Angular, donc du coup j'ai mis une app Angular. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement un npx cap init. Alors, pour les personnes qui ne savent pas d'où sort cette commande, npx cap init, npx, ça vient tout simplement de npm, donc à une certaine version. Et ça permet tout simplement de faire appel à l'initialisation de Capacitor, donc ça permet de faire appel au CLI de Capacitor. Voilà. Et là, npm cap init va tout simplement vous installer le CLI de Capacitor, les dépendances nécessaires dans votre projet. Voilà, il fait sa petite tambouille. En fait, c'est juste un npm install, mais des bonnes versions. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'on fait? On fait npx cap add. Alors, add, tout simplement pour dire je vais ajouter. D'accord? Donc, c'est soit add iOS, soit add add Android et add Electron. Donc voilà, donc c'est assez simple. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on a fait notre app et c'est fini. Donc pour vous dire, on ne se pose pas vraiment trop de questions quand on fait le développement, entre guillemets. Alors je vais quand même faire une petite pub. Aujourd'hui, c'est passé l'Ionic Conf qui avait commencé. Donc
Ils ont annoncé un nouveau schematics qui est le add capacitor / Angular. Et lui va vous permettre tout simplement d'installer toutes les dépendances pour une application d'Angular. Tout se fait automatiquement. Il récupère toutes les bonnes infos. Il vous cède toutes les informations nécessaires. Enfin, c'est assez ouf. En tout cas, il faut lui donner une chance à ce petit schématique parce qu'il a l'air vraiment sympa. Donc, qu'est-ce que c'est en fait capaciteur? C'est tout simplement, vous l'avez compris, le Cordova de Donin. Et c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Du coup, ce que je vous propose, c'est, je vais vous faire une petite démo. Donc, je vous ai fait une application entièrement de A à Z. Je ne l'ai pas du tout pensé à la base pour qu'elle aille sur le mobile. Clairement pas. C'est pour vous montrer comme ça que j'ai suivi mon processus de développement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait une application de croissant. Je te fais un petit clin d'œil, Renaud, parce que tu es la deuxième personne à être dans la base de données. T'inquiète pas, ton mot de passe, il n'est pas en clair. C'est moi qui ai créé ton compte. Voilà. Du coup, cette application, c'est simplement une petite application de croissant. Donc, j'ai fait la partie login et j'ai fait juste le dashboard, enfin le début de dashboard. J'ai pas continué l'application pour le moment. J'avais d'autres thèmes à gérer. Côté backend, j'ai utilisé du Nest.js et côté base de données, j'ai utilisé du Mongo. Voilà. Donc, j'ai voulu faire une application entière pour vous montrer que tout communique correctement, normalement, et s'il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous présenter un petit peu le code. Comme ça, vous allez voir quand même que ça marche assez bien. Il faut juste que je trouve euh, euh, comment est-ce que je peux vous présenter l'intégralité de mon écran. Voilà. Là, voilà, je vais vous présenter. Alors, j'espère que. Est-ce que tout le monde voit mon Visual Studio Code? N'hésitez pas à prendre la parole. Tout le monde voit mon VS Code? Oui, c'est bon. Ok, super. Alors voilà, donc ça c'est une application classique en Angular. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je ne biaise personne. J'ai utilisé, pour voir si Capacitor marchait vraiment jusqu'au bout, j'ai quand même utilisé quasiment une grosse partie de l'API d'Angular dans des concepts assez poussés pour voir si tout marchait bien. Donc, un exemple tout bête d'exemple assez poussé, c'est quand on va commencer à créer des composants automatiquement avec le create components, avec le factory, des choses comme ça. Donc, j'ai créé tout simplement une petite directive. Donc, elle n'est pas, bon, attention, c'est pas the directive, mais bon, simplement une petite directive qui permet d'afficher et cacher le mot de passe. Donc là, comme vous le voyez, ici, voilà, j'ai quand même utilisé le component factory, des choses comme ça, pour voir si ça marchait. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai voulu voir aussi si avec les effets ça marchait. Donc, j'ai fait une petite animation qui est ici. Donc, c'est tout simplement une animation. Donc, cette animation-là, elle permet pas de faire grand-chose, hein. C'est l'animation classique d'Angular, de l'erreur d'Angular. Quand on fait un formulaire, on a une petite animation qui s'affiche pour afficher l'erreur, tout ça. Donc, j'ai juste recodé cette animation pour voir si ça marchait. J'ai utilisé le système de traduction. J'ai fait des pipes, j'ai utilisé les formulaires. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Ah oui, j'ai utilisé juste pour tester les injections manuelles. Donc typiquement, quand on regarde mon local storage, voilà, j'ai créé un service qui me permettait d'injecter le local storage. Donc comme ça, je peux l'utiliser avec mon injection manuelle. Enfin, toutes ces petites choses-là. Voilà, c'est des petits trucs d'Angular, c'est pas des choses qu'on utilise vraiment tous les jours non plus, mais c'était juste vraiment pour, comme je vous l'ai dit, tester l'application de A à Z, voir si toute la librairie marchait bien. Après, je vais pas détailler toute l'app, mais en gros, l'application, elle est assez simple. Ah oui, il y a le lazy loading aussi, donc ça, je voulais tester si ça marchait. Donc, comme on voit ici, on a un lazy loading. Donc, pour les personnes qui sont pas fans du point zen, sachez que vous pouvez mettre un await devant ici. Await, async, et ça marche très bien aussi. Donc, async ici, puis await là. Mais ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, au niveau des fonctionnalités, voilà, il y a un login. Donc ce login-là, c'est deux composants. Il y a des validateurs un peu custom. Bon, comme on peut le voir, c'est un formulaire qui est très classique. Voilà, pas de ouf. J'ai un peu utilisé c'est du SCSS avec des images, des choses comme ça. Donc je vais tester. Donc qu'est-ce que je fais? En général, donc je vais supprimer tout simplement ici la partie
euh, iOS. Voilà, comme ça, je pars de quelque chose qui est assez clean. Alors, comment que ça marche? Quand on fait npm caps add iOS, il va quand même, à un moment ou à un autre, prendre une certaine partie de votre projet. Donc, sachez quand même que le projet ne va pas prendre toutes vos sources. Il va quand même prendre ce qu'il y a du build. Donc, au préalable, sachez-le, faites un petit build. D'accord? Ce build-là finit dans le dist. D'accord? Et après, c'est juste une petite configuration quand on fait un npm caps init. Il suffit de spécifier quand même tout simplement le champ qui est à servir. Donc ici, tout simplement, le directory qui est à servir, c'est le dist, donc qui est ici, d'accord, croissant, parce que c'est là, et dans croissant, il y a tout le build d'Angular. OK? Voilà, donc j'ai déjà fait le dist. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais tout simplement faire npm, enfin npx, pardon, cap, add iOS. OK? Donc voilà, là, il installe les dépendances d'iOS, comme je vous l'ai dit. Il vous crée un projet Xcode qui est natif. Il va vous copier tout simplement les web assets. Il va faire le native bridge. Il vous copie la configuration du JSON. Donc ça, c'est assez important. Pourquoi? Parce que ici, bah, moi, ici, j'ai mis des petits trucs, genre plugin splash screen, des petites choses comme ça. Ça, c'est pas obligé, hein, ça marche très bien sans. C'est juste que j'ai un peu tout testé, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Alors, ça update les iOS plugins, bah, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que il y a un mapping qui est directement. Donc, c'est-à-dire que les plugins qui vont être utilisés dans iOS, en fait, ça utilise CocoaPods. Donc, ça utilise vraiment la partie native. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici pod install, qui peut prendre quelques minutes et ça, mais bon, moi, j'étais à jour. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Bah, tout simplement, comme je vous l'ai dit, on peut l'ouvrir avec iOS donc, ou avec Android Studio. Donc ici, je peux faire que la partie iOS parce que Android Studio, je ne l'ai pas. Euh, voilà, donc je vais ouvrir tout simplement mon Xcode. Donc là, il va m'ouvrir Xcode. Donc, je vais juste euh, venir ici. Voilà. Donc comme vous le voyez, voilà, ça vous fait une application qui est assez classique avec les pods qu'on a besoin, les frameworks qui sont utilisés. Votre app, elle est là-dedans. Si vous voulez, ça c'est assez dingue et ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Euh, voilà, c'est ici. Donc là, ici, vous pouvez commencer à taper votre code Swift assez personnel. Donc là-dedans, on peut tout faire. Vous pouvez, c'est-à-dire mettre des events natifs enfin, mettre des events JS qui sont catchés par des events natifs. Vous pouvez faire carrément un menu en natif. C'est pas le souci, quoi. Après, comment que ça se build? Donc là, je vais vous faire ça sur un simulateur. Euh, alors, je vais prendre un iPad Pro, bien sûr. Voilà, et je vais builder mon app. Donc là, mon app, elle build. Donc, on va laisser un peu builder. Bon, voilà, le build, il est succide. Il est succide. Voilà. Je pense, normalement, tout le monde doit voir cette partie d'écran, non? Voilà, ça, c'est mon application. Donc voilà, j'ai rien fait, j'ai fait une application web classique vraiment rapidement. Et au final, voilà, donc ça marche très bien. Vous voyez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bug. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tester? Bon, si tout marche, voilà. Donc, vous voyez bien, le champ, il est requis. Donc, la validation, elle marche. Si je clique ici et que je tape quand même quelque chose, bon, bah voilà, ça s'affiche. Ici, ça s'affiche plus. Ok, super. C'est ce qu'on voulait. Donc, maintenant, je vais quand même vous montrer quand même que la communication HTTP et le routing marchent. Donc, j'ai juste me connecter avec le compte de Renault. Ah. Ah, et le mot de passe de Renault, c'est Renault. Voilà. Et donc, je me connecte et voilà, c'est super.
Voilà, on arrive sur le dashboard ici, donc avec le petit nom de Renault. Ici, la date où il doit me ramener les croissants, donc ça sera le 30 juin. Le prochain collègue à ramener, c'est moi, donc ça sera le 30 juillet. Enfin, voilà, en tout cas, sachez que ça marche très bien. En tout cas, sur iOS, ça marche bien. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. Pour vous dire, j'ai quasiment rien fait. Donc, après, comme vous le voyez, voilà, si on voit, attendez, je vais essayer de. Voilà. Ici, on a notre capacité, notre application. Donc voilà, ici, je n'ai pas mis d'icône, des choses comme ça, j'ai laissé tel quel, mais vous voyez bien, on a une application qui est installée. Donc, je vais la delete et je vais fermer, voilà, et je vais fermer Xcode pour revenir sur cette partie-là. Donc voilà, là j'ai fait la partie iOS. Maintenant, on peut quand même se dire, OK, et Electron, ça fait quelque chose et tout. Alors, ouais, ça fait quelque chose. Donc, je vais vous montrer. NPXCap, donc pareil, hein, je fais Add, voilà, et Electron. Alors, Electron, il fait un peu plus de choses quand même, il faut le savoir. Il va vous installer des dépendances NPM en plus. Il va vraiment quasiment tout vous créer un projet. Electron de base. Et vous verrez, ça marche plutôt bien. En tout cas, je sais que l'application se lance. Il faut quand même dire, voilà. Donc, si, voilà, ici, vous avez une application Electron. Donc, ici, vous avez votre app entièrement. D'accord. La configuration de l'app, il l'a fait tout seul. C'est pour ça qu'ici, vous avez un truc de ce style. Encore une fois de plus. Il vous installe les dépendances qui sont nécessaires à Electron. Et ensuite, on peut commencer à faire la chose. Donc, comment est-ce qu'on fait? On fait npx cap. Je crois que c'est Open Electron. Alors, je vous avoue que la commande, j'ai peut-être oublié. Euh, pardon. Voilà. Donc là, il va me lancer mon application Electron. Donc là, vous voyez, on a bien le croissant, tout ça. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça ne marche pas. Euh, Ah, ok. Attendez. Je pense savoir. Alors, en fait, ça, c'est un petit tour de passe-passe. Je pense que ça suffira à faire. En gros, si vous voulez, le slash, il ne doit pas le comprendre. Parce qu'on est dans une application qui est propre à Electron. Il faut imaginer que ça, c'est encapsulé dans Chromium. Donc, il faut imaginer que c'est un peu encapsulé comme dans le file system. Donc, à mon avis, ça ne marchera pas si on ne met pas un petit point ici. On va réessayer. On va réessayer. Hein. On verra si ça passe. Euh, Alors là, il les a tous trouvés, mais il n'affiche pas le machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais quitter le truc. Ça, c'est bizarre. Pourtant, il fait une requête, mais alors, je vois passer la requête, mais je vois qu'il affiche que dalle, en fait. Euh, Ah, ok. Ok, donc il affiche rien parce qu'en gros, il y a une erreur. Ok. Il y a une erreur il y a une erreur dans le JS qui fait qu'il plante. Voilà. Elle est due dans. Elle doit être due là-dedans, je pense. Il doit y avoir un toString of nul là-dedans. Voilà. Je pense que ça, il ne doit pas kiffer, ce toString ici. Parce que la valeur doit être nulle.
Voilà, ça c'est l'erreur. Et je la corrigerai. Bon, c'est bien, c'est un live démo. Je pensais que ça allait marcher du premier coup. Bon, bah, P, comme on le dit. En tout cas, voilà comment fonctionne Capacitor. Donc voilà, c'est assez simple d'utilisation. Ah, ça, c'était pour la partie démo. Alors, par contre, ce qu'il faut voir maintenant, et ça se fait un peu tôt dans le code, c'est comment est-ce qu'on fait pour importer des plugins. Donc, je vous l'ai montré assez simplement. Tout simplement pour importer des plugins, ça se fera ici, en fait. Tout simplement, ici, on peut faire import capacitor from at capacitor core. Voilà. Voilà, ça suffira à importer Capacitor au niveau du runtime, donc ça marchera très bien. Maintenant, si vous voulez utiliser des plugins, alors bien évidemment, on peut l'utiliser. Là, je vous conseille vivement d'aller regarder dans votre dans la documentation. Maintenant, si vous voulez vraiment l'utiliser proprement, en tout cas en Angular, ne commencez pas à les importer comme ça à tout bout de champ dans tous les fichiers de cette manière. Faites les choses proprement, créez un service avec l'injection de tokens qui va vous renvoyer le plugin nécessaire et vous les injectez comme j'ai pu faire dans mon local storage ici avec la notation @inject. Voilà. Donc créez un fichier de constante et ça se passera très bien. Voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé la librairie de Capacitor native. Donc, enfin, je veux dire, ouais, donc c'est natif. Le local storage, j'ai pris le Windows. Je n'ai pas pris, je n'ai pris aucun plugin. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Avec les plugins, ça marche mieux en général. Là, vous voyez, j'ai dû faire des petites mamailles, genre le toString, des petits trucs comme ça, euh, pour vous montrer qu'en tout cas, ça marche très bien avec. Il suffit de pas grand-chose pour créer une application Capacitor. Voilà, ça c'est tout pour la démo. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je peux y répondre tout de suite. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me trouver sur Twitter ou vous pouvez m'envoyer un petit mail sur l'adresse Sphère. Je me ferai un plaisir de vous répondre si ça porte sur mon domaine de compétences.